Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, une séance un peu surprenante parce que je veux vous parler d'un livre, évidemment de l'auteur qui va avec, livre publié aux éditions, aux courageuses éditions de l'Artilleur. Ce livre va un peu vous surprendre, peut-être pas nécessairement vous ravir d'ailleurs, parce que si je vous disais que la police ne peut plus rien pour vous, on pense toujours qu'on peut se débrouiller, mais dans certaines situations, imaginez qu'on vous réponde ça, finalement, comptez plus sur nous. Eh bien, c'est un peu l'objet de ce jour, et c'est tout sauf un anti-flic qui vient vous le dire. Je vous présente Maurice Signolet. Maurice Signolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire divisionnaire honoraire. C'est ça, oui. Donc, si on peut juste ouvrir et fermer la parenthèse en même temps, si vous pouvez expliquer très brièvement ce qu'est un commissaire divisionnaire par rapport dans la hiérarchie policière. Un commissaire divisionnaire, c'est un peu la haute hiérarchie, c'est le grade sommital du corps des commissaires de police, mais j'ai commencé ma carrière comme inspecteur de police. J'ai donc gravi tous les échelons, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, puis commissaire principal, commissaire divisionnaire. Le commissaire de police, c'est le chef de service. Dans un service de police, que ça soit en sécurité publique, en police judiciaire ou RG, le commissaire de police est donc le directeur d'un service. À ce titre, il anime, il coordonne, et puis surtout, il a un rôle relationnel avec les élus important, avec la magistrature importante, etc. Et puis bien sûr, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle aujourd'hui du management, que moi je préfère appeler du commandement. Oui, c'est tout à votre honneur. Mais je vous ai fait faire cette précision pour qu'on voit bien l'angle de cet entretien. Car vous avez une vraie carrière policière et vous n'êtes pas un anti-flic de base, sinon vous auriez certainement pas pris la mission. Or, comment vous en êtes arrivé à pouvoir écrire, c'est le titre qui a été choisi entre vous et votre éditeur, comment vous en êtes arrivé à ce constat, non, la police peut plus rien pour vous. Alors, il y a un côté provoque, évidemment, mais comment, au fil d'une grande carrière policière comme la vôtre, on peut signer ça, ce qui n'est pas, je tiens à le dire déjà, mais nous y reviendrons, ce qui n'est pas du tout un règlement de compte avec l'institution. C'est un ouvrage beaucoup plus fin, beaucoup plus sociologique que ça. Grosso modo, pourquoi mettre un point derrière cette phrase ? Alors, ce que j'ai voulu, il n'était pas question pour moi de régler mes comptes avec l'institution. Alors d'abord, il faut savoir que moi, je suis rentré au milieu des années 70 dans la police par romantisme. Aussi curieux que ça puisse paraître, ça va peut-être surprendre nos auditeurs, mais la société à l'époque était très normée. La respectabilité, l'honorabilité, l'image que l'on donne de soi, les relations interpersonnelles qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, étaient très marquées. Et en fin de compte, s'en affranchir, c'était se mettre vraiment à la marge. Moralité, la délinquance était marginale. Extraordinairement marginal. C'était souvent d'ailleurs le fait de gens qui avaient choisi la marge, qui avaient choisi la marginalité, et ça faisait que il y avait un monde assez clos entre policiers et truands qui faisait qu'on avait nos règles à nous, nos façons de vivre à nous, notre langage des fois même, parfois. Il y a des auteurs comme Albert Simonin, des gens comme ça. Voilà, c'était un peu des trucs à la Audiard, quoi. Et j'ai vraiment vécu ça. Et donc l'expérience, une vie de policier, c'était une vie où notre quotidien était l'extraordinaire des autres, vous voyez ? Et donc, ça avait un caractère assez plaisant, en définitive. Qui plus est, le monde de l'expiation de la faute était très ferme. C'est-à-dire que la prison était l'ultime recours, mais était quasi systématique. Et ce qui faisait que même au sein du monde délinquant, les règles étaient claires, étaient tout à fait claires.
Et donc, ce que j'ai voulu, le titre du livre, c'est moi qui l'ai choisi. Hein, mon éditeur a trouvé que c'était très bon. Alors, il se veut provocateur dans le sens où j'ai voulu raconter le temps long. Vous voyez, je raconte 40 ans de carrière, hein, du jour où je suis rentré dans la police au dernier jour où je suis parti. Donc au lecteur de décrypter au fil, à travers ce fil d'Ariane de rédaction, de décrypter les évolutions, parce qu'on le voit. Hein, je raconte ce qu'était la vie d'un commissariat de quartier il y a 40 ans, ce qu'il est aujourd'hui. Je raconte ce qu'était la police judiciaire il y a 40 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, etc. Donc ce glissement, dont l'institution n'est pas l'unique responsable. Je crois que c'est Camus, je ne sais plus dans quel ouvrage, qui disait le policier est au centre des choses. Il faisait parler le général Skouratov. Et effectivement, le policier, quelque part, est au centre des choses. Il faut... Dans les justes, voilà, exactement, avec le maréchal Skouratov qui était chef de la police. Et donc, le policier, si vous voulez, est un peu un curseur d'appréciation de la société. Ah, il faut le prendre comme tel. Je pense que les métiers qui touchent l'humain, qui suivent les parcours sociologiques, évolutifs, civilisationnels, etc., sont en fin de compte des curseurs d'appréciation, ce qu'était la police. Et ce qu'est toujours la police d'ailleurs. Hein. Et donc, au travers du délitement que moi j'ai ressenti dans le sens de l'abnégation, du dévouement de l'institution, eh bien c'est toute la société qu'il faut voir en filigrane. Donc c'est ce que j'ai voulu absolument montrer, et j'espère que le lecteur, au fil de la narration, se rendra compte, et au lieu de ne voir que la dilution de l'institution, il voit au contraire une dilution sociétale. C'est surtout ça qui est important, à mon sens. Ah, c'est l'une des grandes originalités de votre ouvrage, parce que nous, au Cercle, je veux dire, nous avions reçu un de vos collègues, mais qui lui était toujours dans le romantisme policier, c'était Claude Cancès. C'était mon grand mentor. Hein, extraordinaire. On a passé deux soirées avec lui qui étaient formidables. Oui, mais des flics comme ça, non, il y en a plus. Non, mais justement, parce que c'est la question, parce qu'il nous disait qu'il plaignait les jeunes collègues. Mais il allait peu au-delà, et je sentais le sujet douloureux, donc je voulais pas, si vous voulez, alourdir une atmosphère qui était extrêmement joviale, parce que c'est quelqu'un qui avait quand on a eu le privilège de le rencontrer, il a amené une joie de vivre avec lui, quoi. Puis il connaît toutes les marches du 36, quoi, mais même les marches physiques, enfin, c'est effrayant, quoi. Mais justement, si vous voulez, moi ce que j'ai aimé ce que j'ai aimé en suivant à la fois votre ouvrage, mais également les témoignages que vous avez déjà pu donner, c'est que vous partez de l'institution et d'un vis-à-vis de l'institution avec la France et la société française. C'est ça, exactement. Et alors que beaucoup de vos collègues, et ce n'est pas du tout une critique, hein, partent du principe, nous en parlions en privé, que il faut expliquer la police à partir des entraves qu'elle vit. Principalement, c'est un certain gauchisme sociétal, disons ça comme ça, une partie des politiques, une partie des journalistes et la quasi-totalité du corps des magistrats. Dans les grandes lignes. Si je vois je passe sur certains médias à intervalles réguliers où je croise des syndicalistes policiers, et principalement, plus que des policiers d'actifs, en tout cas des syndicalistes policiers, et c'est grosso modo le discours. Là, pas du tout. Là, vous n'êtes pas en train de vous excuser au nom de l'institution en disant « on n'arrive pas à faire notre boulot ». C'est pas ça. Vous voyez comment est devenu le boulot à partir de comment la société a, entre guillemets, en tout cas, c'est pas, vous le marquez pas, mais ça se ressent. Et c'est l'histoire aussi d'un pourrissement social.
Mais je veux dire, c'est même exclusivement ça. Et c'est pour ça que je dis, je laisse le soin au lecteur de décrypter tout ça. Vous savez, la police, c'est un peu comme le ramasseur de péchés de Borézian, hein, dans l'Arrache-Cœur. On est au milieu du cloaque, on est au milieu de la marge. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un curseur d'appréciation de tout ça. Ce qui m'a... Vous voyez, moi j'ai été beaucoup en police judiciaire, j'étais à brigade criminelle avec Claude Cancès, qui était mon chef à l'époque. Hein, et j'aurais pu, comme beaucoup d'autres collègues, relater des affaires extraordinaires, etc., qui bien sûr vous mettent toujours en valeur. On a toujours l'impression que c'est grâce à vous que l'affaire est sortie. D'abord, je trouve ça un peu impudique et je me suis bien gardé de ça. Hein, j'ai voulu raconter le quotidien, ce qui se passe au fin fond d'un commissariat, etc. Et deuxième chose, lorsque j'entends les discours corporatistes, hein, syndicales, où on remet toujours en cause l'administration en disant il n'y a pas assez de moyens, on n'a pas assez de voitures, etc. On met en cause l'institution judiciaire. Tout ça me fatigue un peu parce que ça évite de nous remettre en question nous-mêmes, l'institution, et surtout de pointer les véritables causes. Hein, c'est pas parce que vous aurez beaucoup plus de voitures que vous serez beaucoup plus efficace, ça n'est pas vrai. S'il n'y a pas une arme policière, s'il n'y a pas un investissement policier important, avec un souci de l'autre total, vous n'avancerez pas. Alors par contre, que l'on mette en évidence les dérives sociétales de ces 40 dernières années, que l'on mette en évidence les dérives politiques, l'irresponsabilité politique des uns et des autres, toutes tendances confondues, d'ailleurs à gauche ou droite, hein, des fois même la droite a fait plus de mal qu'autre chose, alors là il faut le décrypter, il faut aller le chercher beaucoup plus loin, parce que c'est eux les grands responsables. Ce n'est pas l'institution. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu un délitement de la société? Je vous disais au tout début de notre interview que lorsque je suis rentré dans la police, la société était très normée. Hein, le problème, c'est que à la fin des années 70, début 80, on a commencé à percevoir le ruissellement, la démocratisation, l'essaimage d'une pensée surréaliste, existentialiste, qui a promu l'individualisme au maximum, qui en a oublié la consubstantialité des êtres avec les règles normatives obligatoires, pour faire au contraire l'apologie des atypismes, des particularismes, etc., etc., pour ne pas dire... C'est le culte des marges. Voilà, les cultes des marges qui a fait qu'en fin de compte, petit à petit, on a fini par légitimer ce qui était invraisemblable quelques temps auparavant. Et on met beaucoup en cause l'institution judiciaire. Pour ma part, je me garderai bien. Parce que vous voyez, d'abord, elle vit un peu le même marasme que nous, et elle est victime de l'institution judiciaire qui n'est pas un pouvoir, hein, qui est une autorité. On a toujours tendance à penser, à parler des trois pouvoirs, exécutif, législatif, et même selon Montesquieu, c'est une autorité. Et le problème, c'est que, comme disait Montesquieu, la justice n'est que la bouche de la loi. Et on a oublié ces dérives législatives qui ont chevauché les dérives sociétales que je citais, mais pour mieux en profiter. C'est-à-dire que on est passé d'une justice de l'acte à une justice de l'auteur, qui est diamétralement différent. C'est-à-dire qu'auparavant, on considérait l'acte délinquant. Aujourd'hui, on considère l'auteur dans la commission des faits et son parcours, etc., etc., etc. Le meilleur exemple, c'est Pierre Palmade, qui est condamné à 2 ans, qui sort au bout de 4 mois, etc., etc. Et le politique, d'une manière très perverse, l'institution judiciaire, si vous voulez, moi je l'ai senti, a commis une énorme erreur dans les années 80. Elle s'est intéressée aux politiques. Elle a commencé à soulever des malversations dans la gestion des partis. Elle a commencé à s'intéresser à la délinquance en col blanc. Elle a commencé à s'intéresser au détournement d'argent dans le monde économique, etc., etc. Et là, elle a commis une très grave erreur. Parce que, si vous voulez, ce monde-là s'est dit, mais un jour, je vais me retrouver en garde à vue, on va me demander de retirer mes lacets et de retirer ma ceinture. Donc, il a fallu... non pas pour éclairer la justice, mais pour l'égarer, prendre des dispositions législatives très labyrinthiques, vous voyez,
qui permettent justement d'exonérer les gens et de rendre la mise en place procédurale extraordinairement difficile. La multiplication des vices de procédure, le juge d'application des peines, le juge de la détention et des libertés, la disparition de la procédure inquisitoriale au profit de la procédure contradictoire, la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, etc., 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 ne nous trompons pas, avait pour but de préserver le monde politique. Le problème, c'est Tout que... ce qu'on va appeler l'état de droit. Voilà, le problème, et qui s'est transformé, l'état de droit avec un E majuscule et un D majuscule, qui s'est transformé en état des droits, avec un petit E et un petit D, vous voyez, un étalage. Et on a rendu la procédure pénale labyrinthique à souhait. Mais c'était voulu. Le problème, c'est que par ruissellement, par essaimage, ça a bénéficié à tout le monde délinquant, qui aujourd'hui se retrouve avec une espèce d'impunité qui fait qu'aujourd'hui, le crime paie. Ouais. Et ça a l'air de rien, mais c'est absolument catastrophique, quoi. Et au milieu de tout ça, vous voyez le politique qui dit la justice est laxiste, etc. Mais non, la justice ne fait qu'appliquer tous les droits qu'on lui a mis, toutes les embûches qu'on lui a mis. Parallèlement à ça, la procédure pénale policière, qui était uniquement du ressort du monde des inspecteurs de police, donc des officiers de police judiciaire formés, rompus au travail d'enquête, etc., a été brisée. En 1995, sous un gouvernement de droite, une réforme des corps et carrières a définitivement brisé l'investigation policière. Il y avait auparavant 23 000 inspecteurs de police. Du jour au lendemain, on a supprimé ce corps et on a demandé à l'ensemble des gardiens de la paix de prendre en charge le panel complet des missions de police, de la circulation à l'antiterrorisme. Le seul problème, c'est que les capacités de recrutement, les capacités d'analyse, les capacités rédactionnelles, les capacités d'investigation n'étaient pas du tout les mêmes. Et on ne s'est pas rendu compte aussi d'un phénomène très particulier, très, très matériel. Les gardiens de la paix ont de tout temps une culture de la récupération horaire. C'est-à-dire que les gardiens de la paix travaillent en vacation. Vous voyez, ils font des vacations. Donc quand vous les emmenez, quand vous leur demandez de faire du judiciaire, qui est par définition est chronophage, eh ben vous vous retrouvez avec ce qu'on entend de 30 millions d'heures supplémentaires impayées, etc., qui ne dénote absolument pas un investissement supérieur, mais qui dénote simplement le fait qu'on les comptabilise. Auparavant, le corps des inspecteurs de police, j'étais 20 ans inspecteur avant d'être commissaire de police, on ne comptait pas nos heures. On ne récupérait rien du tout. Vous preniez une affaire de meurtre à 18h, vous appeliez chez vous en disant je rentre pas cette nuit. Voilà, c'est tout, ça s'arrêtait là. Donc, ça a l'air de rien, mais par ruissellement, toujours pareil, j'aime bien ce terme, ça vous a donné une véritable catastrophe. Et aujourd'hui, on a même été encore plus loin. Cette année, on vient de supprimer purement et simplement la direction centrale de la police judiciaire pour la faire coopter par la direction de la police nationale de la sécurité publique, en fin de compte des DDPN. Donc on va encore plus diluer. Si vous voulez, plus la tâche devient difficile, plus en fin de compte les policiers qui vivent la difficulté de cette tâche demandent de plus en plus d'avantages pour pouvoir accomplir cette tâche. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont perfectibles. C'est qu'ils disent c'est tellement dur qu'on a besoin d'énormément d'avantages pécuniaires, indiciaires, de récupération, etc. On ne s'en sort plus. Voilà. Si vous voulez, c'est un camailleux d'irresponsabilité ces 40 dernières années qui a fait qu'aujourd'hui, la police ne peut plus rien pour vous. Et la meilleure preuve, c'est qu'on sent bien que l'État se désengage de ces missions régaliennes de sécurité. Qui aurait pensé, il y a 20 ans encore, qu'il y aurait cette multitude de polices municipales que l'on trouve partout? Ça n'existait pas à mon époque, la police municipale. Donc on a bien compris que l'État, au contraire, depuis l'affaire des Gilets jaunes, se préserve une espèce de garde prétorienne au cas où il y a des mouvements sociaux un peu trop violents. On multiplie les unités de maintien de l'ordre, on donne des uniformes très martiaux aux uns aux autres, et par contre on délaisse la sécurité du quotidien.
C'est-à-dire que le vol de voiture, le cambriolage, etc., mon Dieu, même si des fois ça prend un peu des proportions, quelques éléments de langage à la télévision, et hop, c'est terminé. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, du fond de ma retraite, j'écoute un petit peu l'actualité, j'ai appris qu'une compagnie d'assurance énorme allait faire maintenant une assurance pour les femmes battues. C'est-à-dire que les femmes battues pourront s'adresser à leur assurance pour demander un logement. J'ai vu une société de type Uber qui propose maintenant de vous raccompagner chez vous le soir. C'est ça la société d'aujourd'hui. Je me dis, mais c'est catastrophique, quoi. Et à côté de ça, eh bien, je vous dis, en invoquant la difficulté de la mission, l'institution policière n'arrête pas d'être dans une dynamique de revendication, puisque c'est dur, il faut nous augmenter, il faut nous donner plus de matériel, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on est beaucoup plus efficace. Ce que je reproche, par exemple, à la représentation syndicale, c'est de venir sans cesse dans cette dynamique-là, au lieu de dire, attendez, ça fait 40 ans que vous avez merdé, là, et il faut arrêter. Il faut totalement arrêter. Vous arrêtez sans cesse à la télévision, vous dites il faut de l'autorité, il faut revenir à la sanction, etc. Eh bien, allons-y, quoi. Allons-y, allons-y. C'est pas si compliqué que ça. Je crois que c'est Platon qui faisait dire. Je sais que vous c'est plutôt Aristote, moi c'est plutôt Platon. Je crois que c'est Platon dans son ouvrage Le Ménon qui faisait dire à Socrate apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Ben, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de revenir à une justice de l'acte. Il suffit de. J'aime bien les citations, hein. Il suffit de reprendre les termes de notre plus illustre ministre de l'Intérieur, qui était Georges Clemenceau, hein, qui, en parlant de la police judiciaire, d'ailleurs, disait la seule police qu'une démocratie puisse avouer. Et il disait le seul devoir, l'unique devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. Qu'on applique ça avec justement une révision de toutes nos lois pour qu'elles deviennent, pour que la peine redevienne expiatoire et exemplaire, c'est-à-dire dissuasive, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors on aura beau aller sur tous les plateaux de télévision, trépigner, taper des pieds, en disant faut de l'autorité, oui, mais de l'autorité, ça se décrète pas. Ça se sécrète. Ça se sécrète, ça se construit, ça s'élabore, ça s'échafaude, et pour ça, il suffit de reprendre tous nos anciens. Joseph de Maistre, un philosophe du XVIIIe que j'aimais bien, qui a dénoncé les abus de la Révolution, disait le glaive de la justice n'a pas de fourreau. Toujours, il doit menacer et punir. Reprenons, appliquons ça à la justice et vous verrez qu'on n'aura plus ces problèmes de discussion avec la justice. La police, le gardien de la paix pourra déambuler dans les rues en toute quiétude parce que on aura retrouvé le sens de ce dont on avait absolument besoin. Je suis à mon âge exaspéré par la sémantique. Quand j'entends parler de vivre ensemble, tout ça me gonfle à un point. Le vivre ensemble, c'est admettre que la société est finie. Oui, mais c'est surtout admettre qu'il n'y a pas plus représentatif comme image, pour parler de la consubstantialité des êtres, qu'une plage. Une plage de sable fin, vous le prenez, vous égrenez les grains de sable, ils tombent, etc. Et cependant, quand ils sont tassés, vous pouvez marcher dessus. C'est ça la consubstantialité des êtres. On est tous indépendants, oui, mais si on ne s'amalgame pas, ça ne tient pas. Et la plage, elle se reconstitue, même s'il y a des marées, même s'il y a des grandes marées, même s'il y a des tornades, etc., elle revient après. C'est toute l'histoire de l'humanité. Alors par contre, les plages, selon les latitudes, sont différentes. Il y a des plages de sable blond, il y a des plages de galets, il y a des plages différentes, etc. C'est ce qui fait que le lieu fait lien. Et en fin de compte, si on se remémorait ce qui nous avait construit ensemble, c'était justement ce lien que le lieu avait créé en nous. Et le problème de nos politiques, c'est qu'ils ont abandonné ce lieu, ça n'est plus qu'un espace, et le lien, il est totalement virtuel, quoi.
alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas. Donc vous voyez que en partant, en voulant faire l'exégèse de l'institution policière, on en arrive à des considérations beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus sociétales. Et c'est ça qui m'intéresse. Le reste, à mon âge, le reste m'intéresse peu. Donc c'est un espèce de cri d'alarme en disant la police ça va pas, voilà comment elle est devenue, mais attendez, c'est pas sa faute. Regardez comment vous avez amené la société tout doucement, tout doucement. Vous savez, je m'intéresse beaucoup à l'anthropologie. On s'est rendu compte que dans le cerveau, il y avait un tout petit élément qu'on appelle le cortex singulaire. Le cortex singulaire, c'est une toute petite neurone qui provoque l'angoisse. Et le cortex singulaire est apaisé lorsque l'individu a un sens à ce qu'il fait, que son destin a un sens. Vous voyez, et donc ça apaise, et le cortex singulaire s'apaise et ne développe pas d'angoisse. Et comment est-ce que l'homme arrive à trouver cet apaisement? Par les rituels. La ritualisation, qui fait que depuis près de 1000 ans, on s'était transmis des rituels linguistiques, des rituels de mœurs, des rituels culturels qui avaient permis cette solidification de la plage, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et on abandonne nos rituels. On n'en veut plus de nos rituels. On a voulu, au contraire, faire l'apologie des atypismes, des étrangetés, des bizarreries, de l'autre, en considérant l'individu souvent dans la reconnaissance de ses pulsions. Donc, on en arrive là. Et tout ça me désespère un peu. J'ai 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants. Je reste malgré tout, j'ai une part d'optimisme parce que je vous parlais tout à l'heure de Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, à la différence des philosophes marxistes qui pensent que la civilisation va d'un point A à un point B, que c'est linéaire, lui disait que non, il y avait il arrivait bien avant les marxistes, mais il disait que la civilisation était faite d'époques, et parfois même de périodes, et que ces époques parfois brillaient comme une étoile morte depuis très longtemps, mais dont on voit arriver seulement maintenant la lumière. Je crois que le monde que l'on vit aujourd'hui, c'est un peu ça. Je pense que la doxa dominante ces 40 dernières années, qui justement n'a pas voulu considérer ce que l'on était, cette consubstantialité de proximité, eh bien je crois qu'elle arrive à son terme. Parce que justement, le bon sens reprend un peu ses droits, à pas mesurer, à pas feutrer, parce qu'il est vrai que le monde médiatico-culturel des saltimbanques et du politique très lié, d'ailleurs, il y a une porosité entre le monde politique, il suffit de revoir tous nos présidents de la République, avec le monde culturel, le monde politique est très très lié. Alors ils tiennent encore un petit peu, mais petit à petit, si des gens comme moi qui n'avons plus d'ambition, moi je n'ai plus aucune ambition, on arrivait à dire ouais, mais on va peut-être mettre un coin quand même là pour dire c'est pas exactement comme ça qu'il fallait faire. Et puis revenir. Je suis pas proudhonien, mais je crois beaucoup au communalisme. Je crois beaucoup aux proximités du lien. Et ce qui m'intéresse beaucoup, vous voyez, au cours de ma carrière, j'ai vu des grands criminels, des petits criminels, etc., mais j'ai vu beaucoup de victimes. J'ai vu beaucoup de gens dans la désespérance, dans la douleur. Un cambriolage est un drame pour quelqu'un. Et moi, j'ai apprécié la noblesse des gens simples. Vous voyez, je trouve que les gens ordinaires, comme on dit, alors que aujourd'hui c'est vraiment la beaufrie, quoi. Pour moi, les gens ordinaires, c'est la vraie noblesse. Vous voyez, c'est la noblesse de ces gens qui ne sont rien et qui en réalité représentent ce qu'il y a de meilleur. Parce que c'est le fruit du travail, c'est le fruit de l'abnégation, c'est le fruit du sacrifice, c'est le fruit de l'engagement, du quotidien. Vous voyez, du quotidien. Et si cela pouvait reprendre un petit peu la parole et qu'il y a quelques porte-paroles qui disent ils sont là quand même. Vous savez, ils sont là derrière, ils attendent
calmement que les choses reviennent. Alors je sais bien, on est très loin de la police, hein, généralement. Mais ce que je voudrais, c'est que les gens, si par gentillesse, ils achètent mon livre, ils verront, c'est plein d'anecdotes. Hein, mais à chaque fois qu'ils regardent bien, je raconte des tas de petites anecdotes, jusqu'à de la première à la dernière, qu'ils essayent d'y voir une connotation un peu plus élevée, un peu plus philosophique, un petit peu plus réfléchie. Et peut-être que là, j'aurais gagné quelque chose. Parce que, justement, ce qui est très étonnant, c'est que, pour parler de l'autre côté d'un des autres côtés du miroir, parce que, si vous voulez, j'aurais cru que cet entretien soit plus technique, mais la voie qu'il a pris me convient totalement. Donc, on va continuer. Je suis désolé, hein, non, pas du tout. Ne le soyez surtout pas. C'est génial. Ne le soyez surtout pas. Parce que, si vous voulez, je voulais qu'on parle de l'envers des policiers, c'est-à-dire qui sont entre la société, la communauté, et le lumpen, c'est-à-dire des gens qui ont, comme on dit, ce qu'on disait dans la criminologie du 19e siècle, des criminels d'habitude. Mais, vu comment nous sommes partis, on va embrayer sur un autre sujet, toujours dans la même veine. C'est qu'il y a un autre côté du miroir que je connais par ma vie professionnelle, c'est une part du monde politique et médiatique. Et je sais que celui-ci, sur la question policière, se divise en deux grandes familles. Ceux qui tirent une rente de cracher dessus, qui sont plus très nombreux, c'est une queue de comète de la rente des années 70. Aujourd'hui, c'est 5 mecs, dont un ancien dealer de porte-cochère à LFI, donc c'est plus grand-chose. Et ceux qui se font métier de les flatter. Et vous le disiez très bien, parce qu'ils voient dans la police deux choses. Des éboueurs sociaux auxquels on peut déléguer toutes les conneries qu'on fait, et une garde prétorienne, si jamais ça tourne mal. Vu que souvent d'ailleurs, quand on les fréquente, et ça c'est très récent, hein, les grands politiques faisaient pas ça. Hein. Là on est dans un monde, je dirais même pas post-gaulliste, hein, on est bien plus récent que ça. Si vous voulez, un homme comme Charles Pasqua ne raisonnait pas comme ça. Enfin, c'est-à-dire que pour beaucoup de politiques d'aujourd'hui, comme on n'a pas confiance dans l'armée, vu que l'armée c'est quand même des fils de prolos, suspectés de sentiments patriotards, il faut l'équilibrer par le pouvoir constabulaire. On ne peut pas faire confiance aux douaniers pour la même raison qu'on ne fait pas confiance aux militaires. Donc on contrebalance par les flics et par le fait de soumettre, et l'Europe a servi à ça, entre autres, un corps qui était très typiquement français, mais qui suscitait la méfiance du politique, qui était la gendarmerie, qui était un monde militaire dans le monde judiciaire. Donc, si vous voulez, moi je sais combien une partie de la classe politique veut à tout prix tenir les flics. Et veut éviter à tout prix le type d'ouvrage qu'est le vôtre. Et que je vois depuis plusieurs années, il y a quelqu'un auquel je voudrais rendre hommage en espérant que ça lui sera pas reproché, le commissaire divisionnaire Guéraud. Jean-François Guéraud. Si vous voulez, c'est qu'il y a aujourd'hui une génération, enfin pas une génération, mais des individualités au sein de l'appareil policier qui réfléchissent réellement et à niveau. Ce qui est le cas de votre ouvrage, de Guéraud, peut-être d'un ou deux autres. Et je sais que ce phénomène est mal vu. Parce qu'il y a une vraie méfiance. Xavier Hofer, que je connais, en a été témoin. Il y a une vraie méfiance de l'autonomie de pensée de la police. Ça, c'est très net. C'est tellement vrai que j'ai connu une hiérarchie de compétences et aujourd'hui, vous avez une hiérarchie d'obéissance. C'est pas du tout la même chose et donc le politique est parvenu à ses fins quelque part. Et de cette hiérarchie d'obéissance, la base en est consciente. Et donc la base rentre dans un système de revendicatif permanent pour améliorer son quotidien. Et on en est là. Et en fin de compte, tout le monde y trouve son compte. Et quelque part, c'est absolument dramatique. Je pense que
il serait, vous voyez par exemple, on parlait tout à l'heure de la gendarmerie, la gendarmerie qui avait une implantation territoriale très forte, hein, avec, c'est Napoléon qui avait voulu que la gendarmerie, que l'État soit présent partout. Et donc les gendarmes avaient dans chaque canton une représentation. Mais ils étaient d'essence militaire. Ils étaient même des purs produits militaires. Et c'est sous l'impulsion de l'Europe qu'on a dit aucun militaire ne doit avoir de pouvoir de police judiciaire. Donc, d'un trait de crayon, le ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois que c'est Nicolas Sarkozy, a tout simplement dit, on les fait glisser dans le monde, au ministère de l'Intérieur, et le tour est joué. Ils sont maintenant civils et le tour est joué. Des choses que, par exemple, l'Italie et l'Espagne n'ont pas fait. L'Italie a toujours ses carabinieri qui sont militaires et l'Espagne a toujours ses gardes civiles qui sont toujours militaires. Mais enfin, bref, nous on cède beaucoup. Vous savez, depuis que j'ai appris que Giscard d'Estaing, quand il est arrivé en 1974, j'étais encore tout très jeune, est arrivé, il avait trouvé que le bleu du drapeau français était trop bleu. Vous voyez ? Et donc, sans en parler à personne, sans jamais le sache, il a demandé à ce que le bleu soit un peu plus délavé, vous voyez, et qu'il se rapproche du bleu européen, parce qu'il ne fallait pas montrer. Donc, si vous voulez, ça remonte quand même à très très loin. Hein. Ce glissement-là est très très loin. Et donc, vous avez raison. Mon cri d'alarme, c'est, si vous voulez, moi je suis resté 40 ans dans la police, je n'ai pas changé d'un iota. C'est-à-dire que je suis resté constant dans mon appréhension de l'autre. Alors, est-ce que c'est mon éducation chrétienne qui a voulu ça, très enracinée, qui voulait que j'ai toujours eu le souci de l'autre et je suis toujours resté égal à moi-même du premier au dernier jour, vous voyez, avec la même intensité, en gardant toujours au fond de moi une capacité d'émotion, vous voyez, mais d'émotion à l'égard de l'autre, vous voyez, et de l'inconnu, mais de l'inconnu qui vient vers vous. Une victime, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui attend de vous. Et je ne voudrais pas que cette institution qui avait réussi après bien des vicissitudes, parce que l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas à l'honneur de la police quand même. Je me suis dit, on avait réussi à la fin de ces années 70, début 80, à retrouver une espèce d'âme, vous voyez, mais une âme au service de l'autre, avec un dévouement total. Je vous dis, les heures, tout ça, ne comptez pas. Et puis, petit à petit, sous l'impulsion du politique, et justement, comme vous le dites, le craint, tout ça, on en arrive à cette situation-là. Et on en oublie la désespérance de celui qui se fait voler sa voiture, de celui qui se fait cambrioler, etc., etc. Parce que tout ça, quelque part, on s'en fout. Il y a les assurances pour ça, etc., etc. Oui, alors on va faire des grandes déclarations de temps en temps, on va avoir des éléments de langage pour faire passer la pilule aux 20h, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais les objectifs, ils sont tout autres. Les objectifs, ils sont la fin de notre nation, la fin de notre peuple, ils n'en veulent plus de ça. La marchandisation du monde fait que, en fin de compte, cette proximité, ils n'en veulent plus. C'est ça. Alors que moi, je crois aux proches. Vous voyez, c'est ça qui me désespère un petit peu. Et on voit bien que là, si quelques-uns ne se dressent pas avec force pour dire non. On ne veut pas mourir en romain, comme nous demande de le faire Michel Onfray, que j'adore, mais non, j'ai pas envie de mourir en romain, quoi. Parce que c'était trop beau. La société française avait inventé une espèce d'élégance qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs, quoi. Même dans notre alimentaire, il y avait une forme d'élégance. Il faut la préserver, quoi. Vous savez, quand j'ai appris qu'après les États-Unis, on était le deuxième pays au monde à avoir autant de McDo, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est le bœuf bourguignon, le petit salé aux lentilles, conservons-le, quoi. Alors, vous voyez, on s'éloigne beaucoup, mais pas tant que ça. Tous les gens qui ont la volonté de travailler sur l'humain et qui, pour ça, entrent dans la fonction publique. La fonction publique, c'est se dire, je vais pas faire fortune, je vais pas gagner des 1000 et des 100, mais je vais réussir ma vie, quoi. Et en plus, la réussir au service des autres, que ça soit
que ça soit la médecine, que ça soit l'éducation nationale, que ça soit les pompiers, que ça soit tout ça, il faut absolument qu'on redécouvre ça. Et qu'on cesse de dire on manque de voitures. Et qu'on dise par contre, non, nous on veut bien y aller, mais pas pour ce que vous nous demandez de faire. Vous voyez, quand j'étais en retraite, quand il y a eu l'affaire des Gilets jaunes, à vrai dire, j'étais désespéré, quoi. Désespéré, parce que je me suis dit, c'est extraordinaire, quoi. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas un mouvement populaire qui vienne non pas pour réclamer du pognon, etc., mais pour dire, il y en a marre, quoi. Parce que c'était ça, les Gilets jaunes, hein, c'était dire, ça va pas du tout, là. C'est arrêté, quoi. Vous avez vu ça. On les a matraqués, blessés, outragés, et on leur a dit, la sous-préfecture, c'est là-bas, quoi. Et je crois qu'on va avoir un mal de chien à rattraper tout ça, mais c'est par là qu'on regagnera. C'est lorsque... D'abord, si j'avais un conseil à donner à mes collègues qui sont commissaires de police, qui sont encore en poste, j'aurais envie de leur dire, réapprenez à dire non, quoi. Réapprenez, quand vous allez dans les cabinets ministériels, dire non, ça va pas là. Ça va pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors que, vers la fin de ma carrière, je le dis dans mon bouquin, c'est tout l'inverse, quoi. On montait sur les chiffres, tout ça parce qu'on avait des enjeux de carrière terribles. Qu'on laisse tomber tous ces enjeux de carrière, qu'on arrête de nommer préfet d'anciens commissaires divisionnaires et qu'on leur dise faites votre boulot, quoi. C'est tout ce qu'on vous demande. Redevenez des chefs et puis faites votre travail de policier et n'attendez rien de ces carrière un peu particulière, vous voyez. Et rien que ça, après pas. J'aime bien ce mot ruissellement. Si déjà la hiérarchie redevenait une hiérarchie de compétences, comme moi j'ai connu au début, hein. Vous citiez Claude Cancès tout à l'heure, hein. C'était un seigneur, quoi. Un seigneur avec une arme. Oui, mais c'est en tant que seigneur qu'on a voulu éliminer ce type de flic. Voilà, qu'on revienne à tout ça. Je peux vous dire que Cancès, il savait de quoi il parlait, quoi. Ah, bah oui. Et quand il vous engueulait dans son bureau, moi il m'a appelé un jour, il m'a engueulé dans le bureau, puis à la fin il m'a dit fous-moi le camp. Ça voulait dire ce que ça voulait dire, quoi. On avait compris, quoi. Mais que les policiers, quel que soit leur grade, retrouvent une arme, quoi. J'ai un peu envie de dire ça. C'est tout le sujet de mon livre. J'espère que les gens le décrypteront. Je suis en train d'en écrire un deuxième qui, là, je raconterai pas ma vie de policier, mais justement, je prendrai un peu cette hauteur et je deviendrai plus philosophe, voire politique qu'autre chose. Et le titre, ça sera Insécurité, généalogie du désastre, vous voyez, pour que les gens, à un moment donné, se disent... Je vous parlais du cortex singulaire là, tout à l'heure. Si aujourd'hui on faisait un sondage sur les gens humbles du cortex singulaire, s'apercevrait qu'il y a une grande part d'angoisse, quoi. Il y a une très grosse part d'angoisse. Parce que on n'arrive pas à donner un sens à la vie, quoi, un cheminement à la vie. Et comme je vous l'ai dit, il faut revenir à une forme de ritualisation dont tous les anciens nous ont laissé en héritage. Il suffit de regarder, de nous retourner derrière nous. C'est extraordinaire ce qu'ils nous ont laissé. Faut partir du... Je crois qu'on est l'une des rares... Je crois que c'est Walter Benjamin, ce philosophe allemand qui a préféré se suicider plutôt que d'être livré aux Allemands. Il disait « Chaque époque rêve la suivante. Il faut accompagner ce rêve pour qu'il ne se transforme pas en cauchemar. » Il est normal qu'une époque, qu'une tranche d'âge dise oh, les vieux, là, dans son... Mais quand on est, par définition, on reçoit 10 fois plus en héritage que ce qu'on laissera pendant toute notre vie. Donc, se dire tout n'était peut-être pas si mauvais, d'autant qu'il a fallu qu'il le fasse dans des conditions de vie beaucoup plus difficiles que les nôtres, quoi. Vous savez qu'il y a encore 100 ans, quand vous aviez des enfants, leur donner à manger quand arrivait l'hiver, c'était difficile, quoi. C'était très difficile. Et ils y sont arrivés quand même. Donc voilà,
ne désespérons pas. Hein, mon livre est un peu un cri d'alarme, un état des lieux quand même, un curseur d'appréciation de la société, mais il doit nous permettre d'élargir beaucoup plus. Et derrière chaque petite anecdote, se dire ah mais oui tiens mais ça correspond à quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Voilà. Et pour terminer cet entretien, il y a, depuis que je vous écoute, il y a une citation que j'aime bien, qui me revient, et je pense qu'elle peut clôturer cet entretien, qui est d'Henri Miller. Il existe quelques hommes à chaque génération qui empêchent la société de pourrir tout à fait. Et c'est peut-être ces hommes-là qu'on cherche aujourd'hui. Et en tout cas, je suis persuadé que votre ouvrage y contribuera à sa place parce que c'est vraiment une véritable expérience de vie qui nous amène à réfléchir à nouveau frais sur tout ce qui est en train de nous arriver. Et je vous remercie beaucoup, je souhaite à votre livre vraiment le plus grand succès. Je vous remercie. Et je remercie bien sûr nos amis des éditions du Toucan l'Artilleur qui méritent tout votre soutien. Chers amis du Cercle Aristote, je vous dis à très vite, je vous souhaite bon courage à tous. Vous savez comment nous soutenir, tout est dessous, ainsi que le lien vers l'ouvrage de notre invité, qui, je pense, vous a approuvé que même si il a des raisons de penser que la police ne veut plus rien pour vous, mais l'âme policière pourra peut-être être quelque chose, j'en suis certain. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.